vent nous caler, vent d'envoyer rouler nous caouler. Martinique, levez debout pour chimère. Humanité et justice nous les nous debout, jadis nous péquer la Martinique, levez debout pour chimère. C'est pas la pitié nous commander. Ah, maintenant j'entends le générique. Martinique, c'est où qui fait ses airs. Martinique, c'est où qui fait fanon. Martinique, Billy avant Maïla. Billy avant Maïla. Billy avant Maïla. Billy avant Maïla. Maman levé. Maman boubou. Chers Blague du vendredi 9 juillet 2025 sur le 106.3, 15h, 16h. Bonjour à tous. Une grande dame de la culture martiniquaise s'en est allée. Qu'elle repose en paix, Ina Césaire, fille d'Aimé Césaire. Bonjour, belle Martinique. Toi, là, oui, toi. J'ai vu le bonheur. Il m'a dit qu'il allait chez toi. Je lui ai demandé qu'il emmène aussi la santé, la joie et l'amour. Toujours bloc en bloc. Quelques livres, étant donné on est en vacances pour lire. Un livre à lire absolument. Les faces noires, le second monsieur. Livre François Mitterrand, le dernier empereur de la colonisation à la Franc-Afrique, aux éditions Philippe Ré. Raphaël Confiant, Le bal de la rue Blomet, aux éditions Folio. Serge Nicolas Tali, Les guerriers du temps, aux éditions Titaclive. Joseph Joss, Quand André Malraux rencontre Aimé Césaire, aux éditions Idem. L'affaire Tali, Autopsie d'un homicide administratif. À lire absolument. Tali, vu par Gilles Perrault. Pluie d'étoiles sur Dallas, aux éditions Plomb. Alors je reviens. Ina Césaire, auteur, ethnographe et professeur, a tiré sa révérence. Fille du poète Aimé Césaire, Ina Césaire, ethnographe et professeur d'université, est décédée à l'âge de 83 ans. Elle a publié plusieurs recueils de contes créoles. Quelques œuvres d'Ina Césaire, Mémoire d'île, L'enfant des passages, ou la geste de Tijon, Zonzon, tête carrée, La maison close, Rosalie Soleil. Voilà ce qu'elle nous a laissé en mémoire à lire les livres de Ina Césaire, qu'elle repose en paix, cette grande dame. Aussi, un flambeau pour la jeunesse. Candy Johnny, jeune Martiniquais de 10 ans, sacré champion national de lecture à voix haute à Paris. Candy, vainqueur de la grande finale des petits champions de la lecture. Candy Johnny, 10 ans, originaire de la commune du Lorrain, participait hier, mercredi, à Paris, à la finale du concours de lecture à voix haute. Les petits champions de la lecture pour les enfants de CM1 et CM2. Il en est ressorti grand vainqueur, passionné de lecture depuis son plus jeune âge. Cet élève de CM2 avait brillé lors des premières étapes du concours. Il a d'abord été lauréat de la finale locale organisée fin mars au Lamentin.
Il a ensuite comporté le concours régional. C'est en lisant un texte de Marie Secondé, extrait de Rêve amer, extrait de Rêve amer de Marie Secondé, que dit s'est distingué, devenant champion régional de lecture pour tous les territoires français d'outre-mer. Bravo, Kanji, bravo, bravo. Continue, on te soutient. C'est ça pour nous copier. C'est pareil comme ça pour nous copier en pays. On enchaîne. Alors, c'est Josette Saint-Fort qui écrit dans le courrier lecteur de France Antilles. Violence, tais-toi. J'ai perdu mon frère pour un poteau. J'ai perdu mon fils pour une moto. Pour un moment de plaisir dans la vie. Pour un instant d'innocence sans souci. La violence s'est accaparée tout d'un coup de nos plaisirs. Elle a pris en otage l'existence, le destin, l'homme. Violence des mots, violence des coups, violence des corps. Violence pour un oui, pour un non, pour un rien. Et surtout, violence pour l'absence de bien, dans la souffrance des âmes perdues. Mais qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? Où habites-tu? Quel esprit a guidé ta vue pour ce père disparu? Violence sans conscience, le corps mort de l'Esprit Saint. Car violence sans souci du lendemain. Quelle est cette intention descendue? De quel cieux? Vois-tu ton crime? Cette abomination en essence. Comment t'appelles-tu? Violence n'est pas un nom propre. Mon nom est sagesse. Mon prénom, douceur. Ma raison est celle qui ne fait pas de bruit, ni le jour ni la nuit. Ma parole est celle qui vient d'en haut, là où s'élèvent les cris du cœur meurtri, là où monte le cri des cœurs endoloris. Seule la voie de la raison, la voie du bon chemin, te conduira jusqu'au bout de la source. Josette Saint-Fort, dans le Faux Senti, la lecture des auditeurs. Musique à Théo. On enchaîne. Oui, alors, Rivière Salée, Martinique, les grèves qui ont marqué l'histoire de la Martinique. Une conférence sur les mouvements sociaux qui ont marqué la Martinique s'est déroulée dernièrement à la médiathèque. Mélodie Moutamal, médiatrice culturelle, historique et digitale de la société Lumière Kilti, a présenté à cette occasion un brillant exposé. L'intervenante a d'abord entraîné le public au début du siècle dernier. La colonie était encore marquée par les séquelles de l'esclavage, toujours dominée par l'élite béquée. L'éruption de la montagne Pelée a provoqué un exode vers le centre et le sud de l'île, provoquant la création de quartiers populaires. À Fort-de-France, un certain malaise social dans les campagnes pour contrebalancer la crise mondiale sucrière. Le patronat décide
de diminuer les salaires tout en exigeant l'augmentation de la productivité de la main-d'œuvre. Cette dernière ne tarde pas à manifester son mécontentement par une grève en 1900, grève sévèrement réprimée par une fusillade qui fait 10 morts et 18 blessés à Fort-de-France. Martinique lutte contre les sargasses. Un camion spécifique se renfort en renfort. Depuis plusieurs semaines, les bancs de sargasses s'échouent sur les plages de la commune. La collectivité vient de faire l'acquisition de nouveaux véhicules pour tenter d'endiguer cette invasion d'algues dans la commune du Vauclin. Grâce au plan national de prévention et de lutte contre les sargasses, la ville a pu bénéficier du concours financier de l'État pour faire l'acquisition de nouveaux matériels. Les délais de livraison ont été longs, mais depuis quelques jours, un camion polybène en pyrole a rejoint les moyens logistiques déployés pour l'enlèvement des algues. Ce véhicule est doté d'un système de bois, de levage hydraulique doté de crochets. Un engin qui s'avère précieux dans la lutte titanesque que la commune doit mener face à ce fléau. En effet, ces dernières semaines, des échouements réguliers et massifs sont enregistrés. Aucun secteur ne sont épargnés. La plage du Bourg, la Pointe-Follard, Château-Paille, le Macabou, la baie des Mulets, où le ramassage est particulièrement complexe, etc. Sur le terrain, les équipes de nettoyage de l'association Hommes et Territoires sont plus que jamais mobilisées à enlever les algues. Musique Théo. J'ai si longtemps rêvé de ce pays lointain que j'ai réinventé ses bruits et ses parfums. Les rythmes d'aujourd'hui mêlés au son d'hier, score de ma nostalgie réchauffe mon hiver. Parfois il le volcan et parfois il fleuve. J'en connais les beautés. Exil. Des contes oubliés naissent du souvenir. Entre les pleurs, on se prend à vie. Nous j'ai marché en tous côtés, ni autant nous qu'à voyager. Depuis tant nous qu'à vivre, actuellement nous la nous vivre. Jodi jour nous que jambes dehors, nous j'ai connaît tout pays. En vieille chanson qu'a dit, mon pas mon autre bon, c'est mon ici. Je suis né loin d'ici, pourtant je suis d'ici. Je reconnais des mots que je n'ai pas appris. Et la voix douce amère, la voix de l'orphelin, redit les mots qui ont fait. Nous j'ai marché en tous côtés, ni longtemps nous qu'à voyager. Depuis tant nous qu'à vivre, actuellement nous la nous vivre. Jodi jour nous que jamais dehors, nous j'ai connaît tout pays. En vieille chanson qu'a dit, mon pas mon autre bon, c'est mon ici. Reprend Théo, maître Renaud Portejoie, avocat
des lanceurs d'alerte. Puis cher, notre combat n'a pas été vain. Maître Portejoie a réagi à la publication des comptes de GBH. Et quand Jean pose la question, en quoi cette publication vous semble un événement? Maître Renaud Portejoie répond, nous avons découvert que les comptes 2024 viennent d'être publiés par GBH le 18 juin. Il est évident que c'est la première fois que GBH publie spontanément ses comptes. Nous avions annoncé que nous serions vigilants. Nous l'avons été. Cela confirme que notre combat n'a pas été vain et que, désormais, l'opacité comptable n'est plus en Martinique. En revanche, toujours aucune trace des marges arrière qui n'apparaissent toujours pas. Ce n'est pas une obligation légale pour l'instant. Avec la loi Valls, cela le sera sans doute bientôt, mais dans leur volonté de transparence, ils auraient pu et dû le faire. Ils auraient pu devancer la loi qui va intervenir en septembre, octobre, d'après les dernières informations. Pourquoi persister dans cette opacité sous les marges arrière, sauf s'ils ont quelque chose à cacher? Écrit Maître Renaud Portevoix, avocat des lanceurs d'alerte. La puissance publique, on enchaîne avec la Guadeloupe. Pierre-Yves Chicot, la puissance publique a capitulé devant le marché. Lors de son intervention vendredi après-midi, Pierre-Yves Chicot, professeur des universités et avocat au barreau de Guadeloupe, a lancé la puissance publique, a capitulé devant le marché. Une assertion qui mérite quelques explications quand on analyse l'article 1er de la Constitution. Il est dit que la France est une république laïque, démocratique et sociale. Cela peut nous conduire à nous interroger sur l'identité politico-juridique du système économique français. Pierre-Yves Chicot poursuit en 80, sous Mitterrand, la France avait une économie mixte avec un acteur public qui était extrêmement puissant. L'État détenait des banques, des compagnies d'assurance, des entreprises telles qu'Air France et France Télécom. À partir de 1986, il y a eu le tournant libéral, notamment avec Édouard Balladur, ministre de l'économie de le gouvernement Chirac, de mars 1986 à mai 1988. La France a converti son économie en une économie de marché. Dès lors, les puissances privées ont pris au fur et à mesure de la force et ont commencé à supplanter la puissance publique et l'État. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation de pantouflage où le pouvoir politique est inféodé au pouvoir économique. D'ailleurs, on peut considérer à certains égards que l'État, qui doit être le régulateur, peut parfois se mettre à la disposition des intérêts privés et pas à la disposition de l'intérêt général. Cette situation est-elle plus courante aux Antilles? Guyane, absolument, répond le professeur des universités. Musique Théo. Mama elami nou la, mama elami nou la, nou fini rive, nou fini rive, nou pante la nou rive, mama elami nou la.
Ilala. Mama ila minula, sanuka bella, sanuka dila. Mama ilala, nous vini parler, nous vini pour causer, nous vini pour parler. Comme c'est pour nous, mama ila minula, mama ilala, sanuka bella, nous assis nous bien là. Mama ilala, mama ila minula, mama ilala, dis-moi si autres là, moi les sauve si autres là, mama ila minula, ça fait venir ou nous, ça fait venir ou nous. Choc en bloc du 9 juillet, on reprend toujours la Guadeloupe, Guada négatif, un groupe sanguin découvert chez une Guadeloupéenne. C'est une avancée scientifique rare. LEFS a détecté un 48e groupe sanguin jamais observé. Auparavant, chez une femme originaire de Guadeloupe, nommée Guada négatif, en référence à son origine, ce sang est pour l'instant unique au monde. Cette patiente est toute seule au monde à ce jour, confirme Thierry Piroir, biologiste médical et spécialiste des groupes sanguins rares à LEFS. Après des tests approfondis, ils ont confirmé qu'il s'agissait bien d'un groupe sanguin jamais répertorié. Si la Guadeloupéenne est aujourd'hui la seule porteuse connue, les scientifiques espèrent identifier d'autres individus compatibles. Maintenant qu'on connaît ce nouveau groupe, on a les moyens de les rechercher, explique Thierry Piroir à France Info. Un enjeu crucial, car en cas de besoin transfusionnel, trouver un donneur compatible pourrait s'avérer vital. Recevoir du sang incompatible peut provoquer des réactions graves, allant du simple malaise au décès. Avec seulement 4 personnes sur 1000 porteuses du sang rare, la détection précoce de ces groupes est essentielle pour sécuriser la transfusion. Au-delà de son aspect exceptionnel, Guada négatif illustre l'évolution rapide de la science et les groupes A, B et O sont connus pour 1900. Les progrès en séquence d'ADN ont accéléré la découverte, écrit Fonsantine, du 24. Toujours à la Guadeloupe, Paul Kelly-Selmon. La ville de Pointe-à-Pitre rend hommage à Guy Jacquet. Il devient de plus en plus courant de rendre hommage de son vivant à un enfant de la commune ou du pays qui tout au long de sa vie a contribué de manière positive à la construction de la société, que ce soit sur le plan professionnel, sportif ou culturel. Parmi tous ceux qui ont marqué de l'empreinte, Pointe-à-Pitre, le talent de Guy Jacquet s'est distingué. Guy Jacquet est connu comme un guitariste hors pair. C'est aussi un compositeur. Il a beaucoup travaillé avec Henri Debs, ainsi qu'avec des grands noms de la musique guadeloupéenne. À cette soirée, Tania Galvani, maire adjointe de Pointe-à-Pitre, a donné lecture à l'un des poèmes écrits par Guy Jacquet lui-même.
Le public a écouté religieusement tous les témoignages qui dévoilent la personnalité du musicien. Des moments émouvants, pleins d'émerveillement, inoubliables pour ce grand Guadeloupéen qui a fait danser plusieurs générations qui s'en souviennent encore. Toujours à la Guadeloupe, Nicole Top écrit 36e anniversaire de la mort de Jessie Pibini, cofondateur du mouvement communiste à la Guadeloupe, avocat de métier, mais paysan dans l'âme, combattant infatigable contre la fraude électorale à Sainte-Anne, sa commune de naissance, qui dirigera comme maire de 1970 à 1989. Parmi ses réalisations, le stade, le centre culturel, les voiries de collège et des achats fonciers. Dès le congrès constitutif, il devient secrétaire général en 1958, puis la conférence des intellectuels communistes qu'il préside en 1959, le deuxième congrès du parti en 1961 et jusqu'à son dernier congrès en 1988. Jessie Pibini a affirmé la nécessité pour la Guadeloupe de réaliser son émancipation et obtenir sa libération nationale. 22 février 1959, la journée des intellectuels communistes guadeloupéens, et Jessie Pibini écrit à propos de cette journée. Musique. Mamaila minula, sanuka bella, badila nubi, dimwiti zotla, malisa zotla, mamaila minula, sanuka bella, sanuka dila, badila nubi, mamaila la, sanuka bella, mamaila minula, mamaila nula, nuwa sizumila, mamaila la, sanuka bella, sanuka dila, nubatila nubibi, mamaila minula. Avec Bruno Fontaine, qui écrit Panama, mobilisation populaire contre la réforme de la sécurité sociale. La mobilisation populaire se poursuit pour l'abrogation de la réforme de la sécurité sociale, malgré la persécution policière et les actions répressives. Des organisations dénoncent les actions arbitraires et les violations de la liberté d'association pour briser le mouvement populaire qui lutte pour l'abrogation de la réforme de la sécurité sociale. Dimanche 11 mai, les travailleurs du bâtiment ont annoncé qu'ils poursuivaient leur grève illimitée contre la loi 462 de la Caisse de sécurité sociale, CSS, ainsi que d'autres secteurs populaires au Panama. Le secrétaire général du syndicat national des travailleurs de la construction et des industries connexes, Suntrac, Saul Mondez, a appelé tous les membres à se rendre sur les chantiers de construction depuis ce lundi et à soutenir la grève malgré la persécution policière et les actions répressives. Un petit dictateur, a-t-il dit, en faisant référence au président du pays, José Moulineau, ne pourra pas soumettre tout le peuple panaméen aux Nations Unies avec fermeté et discipline jusque-là, loi 462 soit abrogée, a-t-il souligné. Son porte-parole de l'Alliance United People for Life a également dénoncé les actions arbitraires et les violations de la liberté d'association commises par l'actuel ministre du Travail et du Développement de la main-d'œuvre, Jacqueline Munoz, et appelé à sa destitution. La mobilisation se poursuit
malgré tout, dans plusieurs régions du pays, et agrègue davantage des secteurs de la société. Victor Tincuy, le colonialisme n'est pas mort, il change de visage. Mais de plus en plus, d'autres peuples sous domination coloniale ne sont plus prêts à se taire. Face à cette vision barbare, violente et déshumanisante, ils opposent leur dignité, leur histoire et leur volonté d'autodétermination. Il y a une levée de boucliers, un refus ferme de servir une fois de plus de variable d'ajustement à des politiques brutales décidées à des milliers de kilomètres sans aucun lien avec la réalité de nos pays respectifs. Il est temps pour la France et ses différents gouvernements d'admettre une fois pour toutes qu'habiter un territoire, y vivre, y éduquer ses enfants, ce n'est pas être sous tutelle, c'est décider pour soi, c'est exister pleinement. Face à cette résurgence d'un colonialisme sécuritaire, il est urgent que la République française cesse d'imposer des décisions unilatérales à ce territoire. Il est temps de reconnaître pleinement la capacité des peuples antillo-guyanais à décider eux-mêmes de leur avenir. La démocratie ne peut être créée que si elle s'applique partout de la même manière, respect, égalité. Musique. Ni belle journée, Quelle jolie journée, ni belle journée, ah quelle jolie journée. ni belle journée, Si bien que voler, belle journée, voler dans le ciel, belle journée, voler dans le bois. belle journée, Maman est là moins content, belle journée, moi les autres moins contents. belle journée, Nous toutes nous là nous bien, belle journée, nous toutes nous là nous bien. belle journée, Maman est là moins content, belle journée, quelle jolie journée, belle journée, ah quelle jolie journée. belle journée, Les grands pour les anciens, belle journée, nous toutes nous là nous bien. belle journée, Ah quelle jolie journée, belle journée, ah quelle jolie journée. belle journée, Si bien que voler, voler dans le ciel, voler dans le bois, la voler qu'à chanter. Quelle jolie journée, ah quelle jolie journée. Même si la pluie tombée, même si l'orage roulait, même si ton est pété, j'en dis à ces journées. Quelle jolie journée, ah quelle jolie journée, ah quelle jolie journée. Maman est là, moi content, moi dis autres, moi content. Quelle jolie journée, si bien qu'à voler dans l'air, voler dans le ciel, voler dans le bois. Maman est là, moi content, moi dis autres, moi content. Près de 180 ans après l'abolition de l'esclavage, les plaies, les stigmates, les injustices, les discriminations sont toujours ouvertes et vivent dans la société. Elles ont tendance à s'envenimer parce que la perception grandit chez les descendants des esclaves que leurs ancêtres ont été exploités alors que les esclavagistes ont été honteusement indemnisés pour la perte de ce qu'ils considéraient comme leur bien même. Il est aujourd'hui établi que les inégalités sociales qui perdurent s'élargissent en un lien avec l'insolente richesse patrimoniale et financière, produit des scandaleuses compensations versées à leurs ancêtres par l'État français, dont jouissent les descendants des esclavagistes. La loi Taubira, votée le 21 mai 2021, et décrétant l'esclavage crime contre l'humanité,
a été une très grande avancée sur le plan historique, mais elle n'a pas dépassé le cadre de la morale et de la mémoire. Elle a occulté la question essentielle, qui est aussi grande que le crime lui-même, la non-reconnaissance des droits des esclaves à recevoir des réparations pour les préjudices, les violences, les souffrances, la négation de leur humanité par les propriétaires d'esclaves pendant plus de 3 siècles. À ce niveau, la responsabilité de l'État français est totalement engagée. Cela ne souffre d'aucune discussion. Il a choisi délibérément, pour des raisons politiques et économiques, de marginaliser les voix comme celle de Schweitzer et d'autres abolitionnistes qui défendaient une forme morale d'indemnisation des esclaves. Voilà pourquoi, depuis quelques décennies, la revendication de réparation des crimes de l'esclavage est devenue un axe central de la défense de la dignité et de l'humanité des hommes noirs sur tous les continents et dans tous les pays où l'esclavage a réduit l'homme noir à l'état de même pour l'enrichissement de l'Occident blanc. Musique. Maman l'ami nous là, nous finit rivé, nous finit rivé, nous partons là nous rivé, maman là nous là, maman l'ami nous là, so peut venir ouais nous, venir ouais nous, maman là là. Pointe-à-Pitre à Toronto, une nouvelle ligne aérienne opérée. Nouveauté dans les airs, le comité du tourisme des îles de Guadeloupe, CTIG, et l'aéroport Maurice Condé se réjouissent de la nouvelle liaison directe Air Canada qui reliera Toronto aux îles de Guadeloupe à partir du 20 décembre prochain. Les îles de Guadeloupe seront désormais accessibles au départ de l'aéroport international Pearson de Toronto. La CTIG a répondu à nos questions autour de ce sujet d'actualité. À quoi cette nouvelle liaison aérienne vers le Canada est-elle une belle nouvelle? Le développement aérien et le développement touristique vont de pair, encore plus pour des économies insulaires comme les îles de Guadeloupe. L'industrie touristique est très fortement tributaire du transport aérien. On pourrait même dire que le transport aérien fait partie de l'offre touristique, au même titre que l'hébergement et les activités de loisirs. Donc, l'obtention de cette nouvelle liaison aérienne au départ de l'aéroport de Toronto à partir du 20 décembre 2025 et ça jusqu'au 11 avril 2026. Tous les samedis vient renforcer l'accessibilité de la destination en complément des vols déjà existants. Ces futurs vols sont heureux et déjà disponibles à la vente et seront opérés par un Boeing 737 800 MAX configuré de 16 sièges en classe affaires et 153 en classe économique. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour l'activité internationale des îles de la Guadeloupe qui renforce ainsi leur position sur le marché canadien. Cette annonce intervient à un moment symbolique alors que l'archipel s'apprête à célébrer en novembre les 50 ans de liaison aérienne entre Montréal, Yule et Pointe-à-Pitre avec Air Canada. Musique Théo.
Haïti, lettre ouverte à Emmanuel Macron, président de la France, à propos de votre déclaration sur la rançon imposée aux Haïtiens. L'étincelle numéro 1129. Sans doute, ne lirez-vous jamais cette lettre, mais cela est sans importance. L'essentiel étant que l'un des fils de ces Africains déportés et réduits en esclavage par les Français du XVIIe au XIXe siècle puisse partager avec les siens et le reste du monde la profonde indignation ressentie à la lecture de notre message aux Haïtiens à l'occasion du bicentenaire de la rançon imposée le 17 avril 1825. Tout un peuple parlera sur le 10 en contrepartie de la reconnaissance par la France de l'indépendance d'Haïti, pourtant arrachée par les armes aux troupes liberticides de Napoléon. Plus de 2 siècles après, vous n'avez toujours pas en vérité admis ni digéré la sanglante défaite infligée aux Français par Jean-Jacques Dessalines lors de la bataille de Vertières du 18 novembre 1903, qui a consacré la capitulation du général Rochambeau, la défaite de Napoléon et le retrait définitif de la France de Saint-Domingue. La rédaction de notre message aux Haïtiens relève d'un exercice politique obligé, mais qui ne vous oblige ni ne vous engage en rien à un mot d'excuse par l'amorce d'un légitime processus de réparation, non seulement au titre de cette honteuse extorsion de fonds dont la valeur actualisée est estimée à 140 milliards de dollars, qui a contribué à mettre tout un pays à genoux, mais aussi au titre de 160 années d'esclavage ponctué d'exactions inouïes, de torture et de viol. Étincelle numéro 1129. On enchaîne avec la République dominicaine. Jeudi 24 avril a marqué les 60 ans de la Révolution d'avril 1965 de la République dominicaine, un phénomène majeur de l'histoire du XXe siècle des Caraïbes. Une marche dimanche 27 avril de diverses organisations de gauche de la République dominicaine a commémoré la Révolution d'avril. Une marche organisée le 27 avril pour se remémorer la victoire historique du peuple dominicain sur l'impérialisme américain, selon Manuel Salazar, président du Parti communiste du travail. Des milliers de Dominicains ont participé dimanche 27 avril à une marche pacifique pour commémorer le 60e anniversaire de la Révolution d'avril 65, en défense de la souveraineté nationale, mais aussi contre la présence de la société minière Barrick Gold dans le pays, convoqué par des organisations sociales et politiques. Les manifestants sont partis de la place de l'État, la Trinitaria, de cette capitale jusqu'au bus du colonel Francisco Alberto Camano, leader de cet exploit patriotique pendant la Révolution d'avril 65. Cet endroit fut le théâtre des batailles héroïques des militaires constitutionnalistes lors de la soi-disant bataille du pont Duarte. Parmi les organisations qui ont participé à cette commémoration, on trouve l'Articulation nationale paysanne, le Comité d'unité pour la défense des droits des femmes, la Coordination populaire nationale,
le Centre de solidarité pour le développement des femmes et la Commission nationale des droits de l'homme. De même, le mouvement de la gauche unie et Alianza País, entre autres, se sont joints à l'appel Manuel Salazar, président du Parti communiste du travail, a déclaré que l'objectif de la marche est de récupérer la mémoire historique du peuple dominicain. Aujourd'hui, a souligné Salazar, nous nous souvenons qu'ensemble, les forces patriotiques, démocratiques et de gauche de la République démocratique dominicaine, avec le peuple et l'armée constitutionnaliste, ont vaincu l'impérialisme américain il y a 60 ans, le 24 avril 65. Musique. Musique Théo. Christophe Prudhomme, dans l'Humanité écrit réhumaniser la médecine. Le progrès technique et les évolutions scientifiques ont transformé la médecine depuis la fin du XXe siècle. Cependant, au fil des avancées, face à une extraordinaire efficacité des techniques de diagnostic et des traitements, la qualité humaine des soins s'est dégradée. Le patient s'est transformé en client. L'hôpital en entreprise et les questions financières sont devenues prédominantes dans une logique d'efficience, de production de soins. Cette situation est douloureusement ressentie par le patient, relégué derrière sa maladie et pris en compte comme un individu singulier ayant son histoire et ses particularités. Le manque de temps est souvent invoqué par les soignants, mais il s'agit d'un argument fallacieux, dans la mesure où ce qui est en cause n'est pas la durée de la rencontre, mais un manque de dialogue et d'empathie. Car la formation des médecins s'est concentrée sur les sciences dites fondamentales dans une vision technicienne et techniciste de la médecine, oubliant que le rôle est de maintenir chez le patient un état de bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Une des causes de cette situation de déshumanisation de la médecine est le déclin de la culture générale. En effet, malgré l'intégration récente des sciences humaines en début de cursus de médecin, la sélection se fait principalement sur les matières scientifiques et une concurrence entre étudiants. À l'époque, les valeurs de solidarité, de collaboration et de soutien de ceux qui sont en difficulté. Ceci mis au développement chez les jeunes soignants de capacité d'attention, d'observation, d'étonnement, de curiosité et d'esprit critique. Le médecin doit regarder, écouter, toucher le patient avec une attitude rassurante, faite de tact et d'empathie.
écrit Christophe Prudhomme dans l'humanité, réhumaniser la médecine. Bloc reprend. Bloc reprend. Parce que l'émission se termine. Continuons à défendre les valeurs de la résistance. Mémoire. Le président de l'association des amis du musée de la résistance nationale de Champigny-sur-Marne, Georges Dufault, Espin, relance une souscription et s'apprête à créer un groupement d'intérêt public. L'Association des amis du musée de la résistance nationale de Champigny-sur-Marne fête ses 60 ans. Malgré sa fréquentation en hausse, le musée connaît des difficultés de financement pour assurer la sauvegarde du plus gros fonds de documentaire sur la résistance. Il s'apprête à changer des statuts. Comment est née l'association des amis du musée? L'association a été créée par des résistants de toutes les obédiences, syndicalistes, CGT, membres du PCF et ancien président du comité parisien de libération, André Tollet, fut son premier président. Parmi les fondateurs, inauguré aussi Jacques Chaban-Delmas, c'est l'ancien résistant socialiste Christian Pinault qui a inauguré le musée. Tous voulaient pérenniser la mémoire de la résistance et créer un outil éducatif à destination de la population qui permet de valoriser et de transmettre ces valeurs. Le musée est installé à Champigny, dans un bâtiment cédé à la ville par une congrégation religieuse, à condition qu'il abrite un équipement culturel. Puis en 2016, le département Val-de-Marne lui a proposé de transformer l'exposition permanente à l'espace Césaire au bord de la Marne. Le musée possède un important fonds. C'est la collection la plus importante sur la résistance. En France, elle compte plus d'1 million de pièces, dont 7000 affiches, œuvres d'art et objets de toutes sortes, ainsi que 300 000 photographies par l'humanité confisquées au journal collaborationniste le matin. Beaucoup représentent la vie quotidienne sous l'occupation. Elle compte aussi que des pépites comme les 7 photos aujourd'hui connues de la manifestation patriotique du 11 novembre 40. Une bonne partie reste inventoriée et il n'est pas impossible qu'on mette la main sur des photos de la RAF du Veldiv. La collection compte plus de millions de pièces, dont 700 000 craques affichées d'art politique. Musée de la résistance nationale, 40 quai Victor Hugo, Champigny, Sur-Marne, Val-de-Marne, musée résistance. Musée de la résistance nationale, 40 quai Victor Hugo, Champigny, Sur-Marne, Val-de-Marne. Voilà. Chocoblog se termine. Alors, je vous donne rendez-vous la dernière semaine de septembre. La dernière semaine de septembre pour une revue de presse de la Martinique, revue de presse de la Caraïbe et d'ailleurs, sur le 106.3. Alors, je vous souhaite de bonnes vacances à vous. Avant de conclure rapidement, un petit truc là, c'est fermeture de l'IMC ENA à Saint-Denis, mobilisé pour l'enseignement professionnel. L'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation, INSPE, implanté sur le site de l'ENA à Saint-Denis, du 8 mai 1945, est menacé de fermeture. Une décision prise pour des raisons budgétaires d'après l'université Paris-Est, Créteil, dont il dépend, et qui devrait intervenir dès la rentrée 2026.
Ces sites historiques fondés en 1945 forment les futurs enseignants du second degré technologique et professionnel partagé avec le lycée d'application de l'ENA. Il propose des formations uniques en Île-de-France en alliant formation des enseignants et enseignement aux élèves en un même lieu fermé. Ce site est un signal inquiétant de désengagement et de mépris à l'endroit des filières de l'enseignement professionnel dans un département où 30% des élèves entrant en seconde empruntent cette voie. J'ai donc immédiatement interpellé le gouvernement lors d'une séance de questions orales. Un engagement de mise en place d'une concertation a été pris pour 2 mois après, il n'en était toujours rien. J'ai donc écrit au ministre de l'Enseignement supérieur le 15 mai dernier. Le personnel du site était en grève, fortement mobilisé, et suis allé leur apporter mon soutien. Écrit le député ainsi qu'un peu du 9-3. Eh bien voilà, l'émission se termine. Pierre Comblanc, vous souhaite de bonnes vacances et soyez prudents. Rendez-vous la dernière semaine de septembre. Prenez soin de vous et à votre famille. Yes, nous dames qui a levé, Martinique montre nous chimères. Martinique levé, debout pour chimères. Oh, Martinique, 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 Martinique semble pour nous river. Martinique levé, debout pour chimères. C'est devant nous caler, Martinique debout pour nous rouler. Martinique levé, debout pour chimères. C'est devant nous caler, vendant vous elle roule nous caouler. Humanité et justice nous les nous tout bout jadi nous péquer la c'est pas la pitié nous commander, c'est du grand respect nous les saouler. Martinique c'est où qui fait ses ailes, Martinique c'est où qui fait fanon. Martinique levé debout pour chimère. C'est devant nous caler, c'est rouler nous caouler. Martinique levé debout pour chimère. Histoire nous c'est nous qui camachier, histoire nous c'est force pour enfants nous. Martinique levé debout pour chimère. Pour riche nous doit mettre qui qu'a levé, Martinique contre nous chimère. C'est quoi ton petit nom? Fréquence Paris Pluriel. Ça, c'est joli. C'est le nom d'une fleur. FPP 106.3, le programme des archives de Fréquence Paris Pluriel, est en podcast sur rfpp.net, rubrique archives. Je vais consulter mes archives, je conserve tout. Et aujourd'hui, dans les archives, rediffusion d'un programme FPP sur la Palestine et d'une interview de la chanteuse palestinienne Camilla Djoubran, interview réalisée par Radio Campus Besançon. En première partie, vous allez pouvoir donc entendre Ilan Halevi, qui était journaliste et homme politique juif palestinien d'origine yéménite. Il était une des très rares personnalités juives haut placées dans l'Organisation de libération de la Palestine, OLP. Non religieux, il se décrivait comme 100% juif et 100% arabe. فاشهدي يا سماء غضبة الثائرين إننا زاحفون يا تراب الوطن إننا زاحفون يا تراب
بنون لنهاب المحن إننا زاحفون يا تراب الوادي. Les illustrations musicales sont de Mohamed Bahar. Les faits historiques que j'essaierai d'ailleurs de résumer de la façon la plus dépassionnée qui soit, c'est que la Palestine est un pays qui, jusqu'à la Première Guerre mondiale, faisait partie intégrante de l'Empire ottoman, et que cet Empire ottoman était un empire, était un État islamique multinational et multiconfessionnel, où les minorités chrétiennes très nombreuses et la minorité juive, ainsi que les minorités musulmanes non sunnites, jouissaient d'un statut particulier, qui n'était ni la pleine citoyenneté, ni l'absence de citoyenneté, mais qui faisait partie du système islamique de la protection des minorités. Et l'Empire ottoman, comme chacun le sait, a pris fin avec la Première Guerre mondiale, où les Ottomans avaient été les alliés des Allemands dans le conflit mondial, et la victoire des Anglais et des Français dans ce conflit a amené à la fin de l'Empire ottoman et à la restriction territoriale du pouvoir ottoman à la seule Turquie d'Asie, et ça a provoqué la révolution kémaliste qui a accouché de la Turquie moderne, ou en tout cas contemporaine. Et le reste du Moyen-Orient arabe, qui était sous domination ottomane jusqu'à la Première Guerre mondiale. On sait que des parties importantes de l'Empire ottoman avaient échappé à la domination ottomane plus tôt au cours du XIXe siècle. L'Algérie, par exemple, avait été occupée par la France dès les années 1830. L'Égypte était également sortie de la domination ottomane très tôt à travers l'épisode du royaume arabe de Mohamed Ali, et qui a été suivi par la conquête britannique. Mais les pays du croissant fertile, c'est-à-dire la Palestine, la Jordanie, le Liban, la Syrie et l'Irak, étaient encore partie intégrante de l'Empire ottoman jusqu'à la Première Guerre mondiale. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, toutes ces régions ont été détachées de l'Empire ottoman et ont été placées sous mandat britannique ou sous protectorat français. La France a hérité du protectorat sur la Syrie et sur le Liban. La Grande-Bretagne a hérité du mandat sur la Palestine, la Jordanie et l'Irak. À l'époque, on sait que dans la diplomatie britannique de la Première Guerre mondiale, il y a ce qui rétrospectivement apparaît comme une espèce de duplicité absolument machiavélique quand on met côte à côte les promesses contradictoires que les Anglais avaient faites à leurs divers alliés. Les Anglais avaient à la fois fait des promesses avant leur victoire au mouvement sioniste, à qui ils avaient promis la Palestine par l'intermédiaire de la déclaration Balfour en novembre 1917, aux Français, à qui ils avaient promis le partage du Moyen-Orient par les accords Sykes-Picot en 1915, et au mouvement national arabe émergent à l'époque, à qui les Anglais avaient promis l'émergence d'un royaume indépendant arabe uni. Le lendemain de la Première Guerre mondiale a donc été une période d'immense désillusion pour les peuples arabes dans la région, puisque une partie d'entre eux avaient suivi des mouvements politiques qui plus ou moins explicitement avaient soutenu l'effort de guerre des Anglais contre les Ottomans, dans l'espoir que ce soutien leur vaudrait l'indépendance, l'accession à un État arabe indépendant qui engloberait l'ensemble de cette région, et ils se sont retrouvés face à une triple situation de domination coloniale sous les formes du mandat et du protectorat, de division territoriale entre mini-États, et puis surtout la question de la Palestine, puisque au contraire des autres territoires, le mandat britannique sur la Palestine n'avait pas pour programme avoué d'amener la Palestine à l'indépendance, mais au contraire de contribuer à la création, selon les termes de la déclaration Balfour en 1917, à la constitution d'un foyer national juif en Palestine. Bon. Les années qui ont donc séparé la Première Guerre mondiale de la Deuxième Guerre mondiale
ont été les années où, dans l'ensemble du reste de cette région, au Liban, en Syrie et en Irak, ont émergé des mouvements nationaux qui, dans un rapport de force complexe, politique, ou avec des épisodes de lutte comme la grève générale en Syrie en 1936, de confrontation avec le mouvement populaire, les puissances coloniales ont fini par reculer et concéder l'indépendance à ces pays. Ces indépendances ont d'abord été largement sous la tutelle d'accords et de traités qui les liaient, qui leur imposaient des régimes illégitimes aux yeux de la majorité de la population, mais par une suite de coups d'État, d'insurrections, de révolutions, de palais ou pas, de toute façon, ces États, à l'exception de la Palestine, sont parvenus à l'existence en tant qu'élément du système interétatique mondial. Le cas de la Palestine était différent puisque précisément, dans les conditions du mandat britannique, la communauté juive de Palestine, qui était d'environ 60 000 âmes à la fin de la Première Guerre mondiale, a cru par l'immigration organisée entre 1918 et 1946 de 60 000 à 600 000 personnes. Et cette implantation se faisait selon un schéma de structuration d'une société séparée en Palestine, avec sa propre économie, ses propres institutions, sa propre culture, ses écoles, ses institutions judiciaires. Donc il ne s'agissait pas seulement d'une couche d'immigrants qui venaient essayer de s'insérer ou même de dominer la société palestinienne telle qu'elle était. Il s'agissait d'un processus de colonisation, de peuplement, dont le modèle, en gros, est celui de la colonisation européenne de l'Amérique du Nord. Ce n'est pas une colonisation dont le but est essentiellement de dominer et d'exploiter la société indigène. C'est une colonisation dont la fonction principale est de s'approprier un espace pour y construire une nouvelle société à l'usage de la population transplantée. Ce type de projet dans la réalité de la Palestine post-ottomane ne pouvait pas se faire harmonieusement, puisqu'il y avait en Palestine une population à la fois paysanne, très profondément enracinée dans la terre et dans les relations sociales liées à l'usage et à la domination du territoire et de la terre en tant que moyen de production, et puis une société avec des villes, avec une bourgeoisie naissante, avec des classes moyennes, avec des intellectuels, avec une classe ouvrière en formation, c'est-à-dire une société qui était déjà dans l'orbite de ce qu'on appelle le développement capitaliste. Et donc, le mouvement sioniste s'est trouvé, en gros, dès son arrivée, confronté au problème de la résistance de la population autochtone à la mise en œuvre d'un projet dans lequel les autochtones n'avaient pas de place. Et ça, je pense que c'est une dimension de ce problème qu'il faut bien voir historiquement. C'est que, à la différence, par exemple, du colonialisme français en Afrique du Nord ou en Afrique de l'Ouest, à la différence du colonialisme britannique dans l'ancienne Rhodésie, le but principal de l'entreprise sioniste ne consiste absolument pas à asservir les populations palestiniennes. Le but fondamental est de s'approprier l'espace dans lequel ces populations vivent pour y construire une autre société. Et ce n'est pas un des moindres paradoxes que pendant les premières décennies de cette entreprise, le contenu social de ce projet colonial était extrêmement avancé. Il s'agissait, sur la base de cette évacuation du territoire, de construire une société juste, fraternelle, socialiste, communautaire, égalitaire, etc., etc. Mais bien évidemment, toutes ces valeurs étaient réservées à la société des colons qui venaient s'installer. Bon, c'est pas un grand paradoxe. Si on prend, par exemple, le modèle de l'Amérique du Nord, il est indéniable que les Américains du Nord, les colons européens d'Amérique du Nord, ont, avec leur constitution de 1776, donné au monde la première constitution au monde moderne, la première constitution démocratique, et que c'est Marx et Engels, je ne sais pas si c'est de mode encore de les citer, mais écrivaient dans le manifeste du Parti communiste en 1848 que les États-Unis d'Amérique représentaient la forme la plus élevée de gouvernement populaire qui ait jamais existé. Et si on examine les relations qui existaient entre les colons européens dans la société américaine, c'est tout à fait exact. Le niveau